Bonjour tout le monde, je m'appelle Walid Choukeri de la Première Une et aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer le procès de Louis XVI. On va parler de la situation du roi pendant le procès, on va parler du procès lui-même et enfin on va parler de ses accusations. Commençons. Premièrement, le procès de Louis XVI est la comparution de Louis Capet, Louis XVI, ex-roi des Français, devant les députés de la Convention nationale pour y être jugé. L'ex-roi, déchu de ses fonctions depuis le 10 août 1792, est retenu prisonnier dans la prison du Temple à Paris, est accusé de 33 faits considérés comme des actes de trahison et de conspiration contre l'État. Longtemps différé par une majorité de députés girondins, il devient inévitable après la découverte, le 20 novembre 1792, des documents compromettants contenus dans l'armoire de fer. Le procès dura du 10 au 26 décembre pour l'interrogatoire de l'accusé, pour l'examen des faits qui lui sont reprochés et la plaidoirie de ses avocats. Aucun témoin de la défense n'est entendu. Le procès, qui débute le 10 décembre 1792, montre une opposition totale contre les conceptions de l'ex-roi, qui, depuis juin 1789, ne comprend pas que le souverain est désormais l'ensemble des citoyens et a tout fait pour entraver le déroulement de la Révolution. Et les députés qui considèrent que Louis XVI s'est opposé à la volonté du peuple et de ses représentants, et est coupable d'être un roi qui considère comme un usurpateur et un rebelle à la volonté populaire. Le 15 janvier commence le vote explicatif et public des députés pour décider du sort du roi. 4 questions sont posées. Le roi est-il coupable? Doit-on soumettre le verdict au vote du peuple? Quelle peine doit-il subir? Peut-on accorder un sursis pour l'exécution de la peine? Dès le 15 janvier, des députés décident que le roi est coupable. Le lendemain, l'appel au peuple est rejeté. La peine de mort sans condition est prononcée par 361 députés. 27 députés sont pour la mort, mais avec un report temporaire de l'exécution, quelle que soit la peine décidée afin de préserver la paix publique. La mort avec sursis est votée par 44 députés. 290 demandent d'autres punitions. 5 députés s'abstiennent. Une vérification aboutit à comptabiliser 387 députés partisans de la mort réelle. Le 20 juin, à la question portant sur le sursis de l'exécution, 320 députés votent oui, 380 non. La peine est donc immédiatement applicable. Le roi fait appel en demande dans 3 jours pour se préparer à mourir, mais cette demande est rejetée par la Convention. Situation de l'ex-roi Louis XVI au moment du procès. Depuis le 10 août 1792, Louis XVI est suspendu de ses fonctions de roi français par une décision de l'Assemblée législative auprès de laquelle il s'est réfugié. Le roi et sa famille sont détenus dans la prison du Temple à Paris depuis le 13 août. L'Assemblée, qui dispose du pouvoir législatif, convoque une nouvelle Assemblée constituante afin de rédiger une nouvelle constitution. Cela-ci devrait prendre en compte l'absence politique du roi qui détenait le pouvoir exécutif, d'après la constitution en vigueur, mais qui, étant suspendu, ne peut plus exercer ses fonctions. Les électeurs au suffrage universel masculin pendant l'été 1792 élisent les députés pour cette nouvelle assemblée, appelée Convention nationale. Les Français, qui alors sont allés voter pour la plupart des républicains désirant abolir la monarchie en France, les députés élus sont donc des républicains convaincus, mais de tendances politiques diverses. Selon le principe révolutionnaire établi dès 1789, du fait de leur élection, ils représentent collectivement le peuple souverain qui décide comme il le veut, de la forme de son gouvernement.
La Convention tient sa première réunion le 20 septembre 1792. Elle décide le 21 septembre d'abolir la royauté en France. Louis XVI est de ce fait réduit au simple rôle de citoyen comme les autres Français. Il est désormais appelé Louis Capet. Maintenant, quelles sont les charges retenues contre le roi? Le 23 juin 1789, le tiers état oppose la volonté des représentants du peuple à la volonté royale. Dès la suspension du roi le 10 août, des commissions d'enquête formées de députés tentent de rassembler des preuves de culpabilité de Louis XVI. Cette recherche est renforcée par la découverte des documents cachés dans l'armoire du fer. C'est à partir de cette base documentaire que l'acte d'accusation est rédigé. Tout ce qui montre l'attitude contre-révolutionnaire du roi et de son entourage depuis la séance d'ouverture des États généraux en mai 1789 est retenu. Le critère pour juger de l'action contre-révolutionnaire est l'attaque contre la souveraineté du peuple et contre les décisions de ses représentants. Les accusateurs mettent en avant l'idée que le roi a tenté par tous les moyens d'empêcher l'établissement de la souveraineté populaire. Tentative pour interdire la réunion des trois ordres dans le début des États généraux, séance du 23 juin 1789. Tentative de dissoudre l'Assemblée nationale par les troupes réunies autour de Paris afin de disperser les députés. Journée précédant à la prise de la Bastille. Fuite à Varennes en juin 1791 afin de se joindre aux émigrés et aux troupes étrangères en vue d'une invasion de la France afin de rétablir la monarchie absolue. Pas de protestation de la déclaration de Pillnitz d'août 1791 faite par l'Autriche et la Prusse, texte qui promettait le rétablissement de la monarchie absolue grâce à l'invasion du territoire. S'être opposé à la loi décidant de l'abolition des privilèges, août 1789, qui mettent fin à l'Ancien Régime et à la Déclaration des droits des hommes et du citoyen, 26 août 1789, qui jetait les bases de France égalitaire et que la souveraineté nationale. L'ex-roi est également accusé d'avoir fait couler le sang des Français, morts des insurgés de la Bastille, n'avoir pas protesté et même d'être l'initiateur de la fusillade des Champs de Mars en juillet 1791 contre les pétitionnaires qui réclamaient la proclamation de la République. En fait, c'était Bailly, le député maire de Paris, qui décréta la loi martiale et ordonna l'intervention des troupes sous l'ordre de Lafayette. D'avoir renforcé malgré l'interdiction de l'Assemblée législative la garde suisse qui tira sur le peuple attaquant les Tuileries le 10 août 1792. On rapproche aussi Alex Roy de s'être opposé aux décisions des assemblées, la constitution et la législative. Alors qu'il avait juré pendant la fête de la Fédération de 14 juillet 1790 d'être fidèle à la nation et à la loi. On lui reproche surtout d'avoir mis son veto aux mesures contre les prêtres réfractaires, considérés par les révolutionnaires comme des ennemis de la Révolution, d'avoir financé des fonds publics les actions contre-révolutionnaires des immigrés, d'avoir corrompu des députés, en particulier Mirabeau, de s'être opposé aux mesures contre les contre-révolutionnaires du Midi de la France. Au total, il y a 33 accusations contre Louis XVI, l'ex-roi des Français. Maintenant, parlons du procès. Le 10 décembre, l'acte d'accusation est présenté aux députés. Le 11 décembre, le roi comparaît devant l'Assemblée. Le président de la Convention lui lit l'acte d'accusation. Puis le roi doit répondre point par point aux différents points de son accusation. Les justifications du roi sont souvent maladroites, bien que certaines soient pertinentes. Certaines décisions du roi étaient reconnues possibles d'après la Convention de 1791 en vigueur au moment des faits. Par exemple,
le veto sur les prêtres réfractaires. À sa demande, on présente au roi les documents sur lesquels repose l'acte d'accusation. Ils n'y ont reconnu aucun, même ceux qui portant sa signature et le sceau royal. Ils nient l'existence de l'armoire de fer. Le 12 décembre, l'Assemblée accorde au roi le droit de désigner des défenseurs professionnels. L'ex-roi choisit Tronchet, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Malesherbes, qui a été 2 fois ministre pendant la monarchie absolue, et le 16, ancien magistrat et avocat. C'est surtout ce dernier qui sera le plus actif. Le 26 décembre, le roi et ses avocats reviennent devant la convention de 16, repris un par un les 33 chefs d'accusation pour lui les faits antérieurs à la constitution du 3 septembre 1791, rendant le roi irresponsable de ses actes. Le roi étant alors en droit un souverain absolu libre de ses décisions et ne devant de compte qu'à Dieu. C'était refuser l'existence de la seule souveraineté du peuple déclarée dès le 23 juin 1789 par les députés, décision qui mettait fin à la monarchie absolue. Pour ce qui est des faits postérieurs à 1791, pour certains d'entre eux, la responsabilité des ministres doit être mise en cause. D'après la Constitution, le roi étant irresponsable des actions décidées par le gouvernement, seuls les ministres sont responsables devant l'Assemblée. Or, les ministres de l'époque ne sont pas poursuivis pour les faits dont le roi serait le seul décideur. Ils ne sont pas fondés par les preuves irréfutables. Aussi, l'avocat plaide non coupable. Pour l'avocat, aucun des faits rapprochés à Louis XVI n'est donc valable. C'était évidemment le contraire de ce qu'y pensaient la plupart des députés. Avant de clore la séance, le roi peut s'exprimer. Il conclut ainsi: On vient de vous exposer mes moyens de défense. Je ne les renouvellerai point. En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me rapproche rien et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité. Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement. Mais mon cœur est déchiré de trouver dans l'acte d'accusation l'imputation d'avoir voulu répandre le sang du peuple et surtout que les malheurs du 10 août me soient attribués. J'avoue que les peuples multipliés que j'avais donnés dans tout le temps de mon amour pour le peuple et la manière dont je m'étais toujours conduit me paraissaient devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner son sang et éloigner à jamais de moi une pareille imputation. Merci de m'avoir entendu et au revoir.